J'ai écrit ça dans l'impertinent du Cambodge, de A à Z. Ça a commencé exactement le 1er janvier à minuit, où tous les canons autour de Phnom Penh ont commencé à tonner au même moment, exactement à minuit précis. Et là, je me suis dit, ça y est, ils prennent Phnom Penh. Et ensuite, progressivement, ils ont encerclé Phnom Penh, resserré leur étreinte. Et il y avait une cathédrale, alors très haut, on montait très haut au sommet de la cathédrale, et on voyait les Khmers rouges arriver par les foyers ils brûlaient toutes les maisons. Et ensuite, bon, après vers le 10 avril, là on a senti que c'était terminé, quoi. Ça allait arriver d'un moment à l'autre. Le 12 avril, les Américains, c'était un peu avant, c'était le 11 avril, les Américains sont partis du Cambodge, avec John Gunther Dinh portant la bannière étoilée sous son bras. Très peu de Cambodgiens les ont suivis. Et puis ensuite, on attendait les Khmers rouges arriver. Alors, ce 17 avril, eh bien, dès le matin, à 5 heures du matin, au petit jour, des milliers de gens arrivaient du nord de Phnom Penh, parce qu'à l'époque, nous étions on était une douzaine de prêtres réunis ensemble à ce qui est maintenant la mairie de Phnom Penh. C'était l'évêché, donc au nord de la ville. Alors les gens arrivaient par milliers et ils disaient ils sont là, ils sont là, ils sont là. On a même hébergé plusieurs dans la cathédrale qui maintenant est détruite, qui est remplacée par le ministère des Postes et des Télécommunications, inauguré par une scène avant-hier. Et à partir de 7 heures, calme complet. Et puis ensuite, on voit une voiture noire arriver, une berline blanche, pardon, arriver, c'était une Peugeot 204, s'arrêter devant l'ambassade de France, descendre deux hommes noirs, on pensait des Khmers rouges. Alors on s'est dit, ben c'est parfait, ils vont négocier avec l'ambassade de France. Donc on risque d'avoir la vie sauve. Et ensuite ils remontent dans leur voiture, ils avancent jusque vers Calmette, et là ils reçoivent des coups de feu, une quinzaine de tanks qui étaient stationnés devant la mairie, devant ce qui est les postes de télécommunications maintenant, devant le lycée des cartes. Il y avait une quinzaine de tanks qui les attendaient. Alors, sans hésiter, un des chefs Khmer rouges descend et marche à pied devant eux. Il arrive jusqu'à eux, il parle avec un certain nombre d'entre eux qui acceptent de baisser leurs canons, et les autres vont continuer la guerre à l'intérieur. Et puis ensuite, eh bien, arrive une délégation je ne me souviens plus exactement si c'est avant ou après, arrivent des jeunes qui brandissent un drapeau blanc, bleu et noir et rouge avec la croix scout. On a vraiment tout à fait étonné. On ne savait pas ce qu'ils voulaient, tout habillé en noir avec cette croix scout. Après, alors arrive un escadron de 5 militaires, un qui avait le drapeau blanc et 4 militaires de chaque côté, l'arme dirigée vers le bas, c'était l'armée Khmer rouge qui venait se rendre, l'armée de l'Onol qui venait se rendre. Et puis ensuite, alors, des dizaines et des dizaines de camions qui arrivent bourrés de militaires. Alors tout le monde les applaudit en pensant que c'était les Khmer rouges. En réalité, c'était l'armée de l'Onol qui venait se rendre, et sous les applaudissements de la foule. Alors avec un de mes copains, j'étais devant la cathédrale, je me dis, c'est pas normal, ça. Ils se sont étripés pendant 5 ans, et voilà que maintenant ils s'embrassent comme si rien n'était. Donc
j'étais étonné. Et dans le même temps, on a vu arriver par derrière des jeunes en noir ou en vert, casquettes sur la tête, ils étaient par groupe de 3, de 6, de 9, et qui, eux, ne souriaient pas. Et je me souviens d'avoir dit à mon copain, avec ceux-là, on ne va pas sourire. Et effectivement, ils sont rentrés lentement, ils ont pris tous les postes, tous les carrefours, et exactement à 10 heures précis, on a senti une chape de plomb s'abattre sur la ville. Ils étaient à tous les carrefours, et là, ils contrôlaient la situation. Les militaires, ils les mettaient à poil, ils mettaient leurs habits et leurs armes au milieu de la route, et les gens portaient en slip. Et pour la première fois pendant 5 ans de guerre, j'ai vu des contrôles de population, notamment les automobilistes qui levaient les bras en l'air et se faire fouiller. Et puis ensuite, grand silence. Et puis vers 11h, on a commencé à voir un défilé absolument invraisemblable. C'est tous les blessés, les malades des différents hôpitaux de Phnom Penh passer devant chez nous et partir vers le nord. Les Khmers rouges nous ont dit de partir, on est parti. Et honte de ma vie, j'ai dû refuser un blessé qui avait la jambe coupée, et la jambe balancée, le pied balancé au bout de son pantalon. Je lui ai dit, tu ne veux pas rester avec nous? Si tu restes avec nous, tu vas te faire tuer. Donc il faut que tu partes. Et il est parti avec son pied coupé. Et puis ensuite, on a appris que les Khmers rouges chassaient les Tiams. Alors on se dit, après tout, c'est bon, s'ils chassent les Tiams, c'est qu'il faut retourner à la campagne, donc c'est une bonne chose. Et à partir de 12h30, 1h, on a vu toute la population de Phnom Penh partir dans une partie devant chez nous. Les Khmers rouges venaient dans les différents villages, tirer des coups de feu en l'air, dans différents quartiers. Ils disaient, partez vite, les Américains vont bombarder la ville. C'était pas totalement à tort, parce que les Américains ont bombardé bien d'autres villes comme ça, même au Cambodge. Nha Luang a été complètement rasé par les Américains. Donc, c'était pas à tort. Et là, on a vu passer devant chez nous des dizaines, des centaines, peut-être des millions de personnes de 1h jusqu'à 6h. Ceux qui étaient au nord partaient au nord, ceux qui étaient au sud partaient au sud, à l'ouest et à l'est. Donc le soir, on peut dire qu'à 6h du soir, la ville était complètement vide. Alors, je m'inscris en faux contre plusieurs témoignages qui disent qu'il y a eu beaucoup de morts. Je ne pense pas. Moi, je n'ai pas, j'ai entendu des coups de feu, mais je n'ai pas vu de mort. Il est possible qu'il y en ait eu, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais je n'en ai pas vu personnellement. Donc, je ne dis pas que ça s'est passé partout la même chose, mais au moins dans mon secteur, du côté au-delà de la mairie de Phnom Penh jusqu'au vers le nord, il y a eu des coups de feu, mais il n'y a pas eu de mort. Et nous, on est restés à la maison. Des Khmers rouges nous disaient de partir, d'autres ne voulaient pas, et on est resté assis, jusqu'au soir. Et à 6h du soir sont arrivés des Khmers rouges, et ils nous regardaient en chien de faïence, mais comme on parle le Khmer, tous on parlait le Khmer, et comme on leur parle le Khmer, et là ils sont un peu étonnés, si bien que le chef de groupe au sens militaire, c'est-à-dire 12 hommes, et il nous pose la question, mais où connaissez-vous la mer d'Hélène? On dit, bien sûr, la mer d'Hélène, elle est à 100 mètres de là. Et tout Khmer rouge qui était, il n'a pas pu aller voir la mer d'Hélène, qui était sa sœur, c'est la femme de François Mizeau, un homme qui écrit Le Portail. Et toute la nuit, on a discuté avec eux, mais gentiment. C'était des Khmer rouges qui n'étaient pas idéologisés. On leur a appris à conduire des voitures, on s'est occupé toute la nuit avec eux. Donc c'est ainsi la prise de Phnom Penh. Et le lendemain matin, ils nous ont demandé de les conduire à la gare. Et ils m'ont demandé à moi. Donc je donne un coup d'œil à mes copains qui maintenant est mort. Et tous les deux, on avait une amie 6, chacun une amie 6.
on charge les Khmers rouges dans notre voiture, et au lieu de les mener jusqu'à la gare, qui est à 300 mètres, on les amène jusqu'au boulevard, au pont de l'Indépendance, au monument de l'Indépendance, et là on voit une ville complètement déserte, vers le monument de l'Indépendance. Alors là, des milliers de Khmers rouges qui ont dormi sur la terre. Donc quand on voit par exemple la prise d'Alep, ça n'a rien à voir avec la prise de Phnom Penh. Il n'y a pas eu de mort à Phnom Penh. Enfin, du moins à ma connaissance. D'accord. Et pour vous, ça a été quoi votre pire souvenir que vous avez vécu pendant cette période-là? C'est de voir toute la population partir. Moi, j'ai vu tous mes amis, sont tous venus en masse et nous dire au revoir. Eh bien, on s'est dit, on ne les reverra pas, ils partent à la mort. Et ça, pour nous, c'était un souvenir absolument abominable. Alors, tous ceux que nous aimions, eh bien, ils sont tous partis sur la route. Et ensuite, voir une ville complètement déserte. Alors là, vraiment, c'était aberrant. Et ça a été dur pour vous d'en parler après tout ça? Non, pas précisément. Donc nous, on est passé à peu près, dès le lendemain, donc dès cette promenade près du monument de l'Indépendance, là on est retourné à l'évêché et là on nous a tout de suite dit d'aller à l'ambassade. Et on est enfermé à l'ambassade certains pendant 15 jours et moi pendant 3 semaines. Et c'est moi qui ai remis les clés de l'ambassade de France au chef des Khmers rouges, le camarade Niem, chef du secteur nord de la ville de Phnom Penh. Il s'est fait tuer par la suite. Et de là, on est parti sur la Thaïlande en camion. Alors bon, on avait tout ça en tête. J'avoue que quand on est arrivé en Thaïlande, alors là, vraiment, on n'a pas pu retenir nos pleurs. Tous autant qu'on était, on a tous éclaté ensemble. C'était la réaction normale d'avoir été sous un régime tendu. On avait essayé de tenir le choc pendant 3 semaines, et là, c'était le déluge. Alors ça n'a pas été pénible d'en parler, puisque c'était la vérité. C'était un moment qui nous faisait de la peine, mais bon, il fallait le faire connaître au monde. Et c'est pour ça que j'ai écrit. Et à partir de quand avez-vous fait des conférences régulièrement? Pratiquement 15 jours, 3 semaines après mon arrivée en France. Pour me changer les idées, je travaillais comme chauffeur-livreur chez un de mes frères, qui transportait des tableaux, des trucs comme ça. La société Mitra, de Chamonix. Alors je travaillais le jour et puis j'écrivais la nuit. Et là, il m'a demandé de faire une conférence à un groupe qui s'appelait Art et Montagne, un truc comme ça. C'était tous des communistes. C'était un organisme communiste, une maison de repos des communistes. Et il y en a qui m'ont attaqué. Je dis, attaquez-moi tout ce que vous voulez. Je dis, voilà, je suis témoin de ce que les communistes ont fait. Je ne dis pas que le Parti communiste est responsable, mais voilà, je suis témoin de cela. Et le chef, c'était l'établissement, est venu à ma défense en disant, écoutez-le, c'est quand même un témoin qui est privilégié. Donc ça, c'est la première conférence que j'ai faite. Et quels sont vos sentiments pendant les conférences? Ça vous émeut? Oui, c'était le sentiment de défendre un peuple qui était oppressé et dont personne ne parlait. Et tout le monde disait, beaucoup de journaux disaient, Phnom Penh est libéré, et tout le monde chantait la victoire des Khmers rouges. Et je m'inscrivais en faux contre tout cela, et
pas violemment, mais assez fermement. Alors il y a à la fois un sentiment de révéler quelque chose qui est vrai, et par solidarité avec le peuple khmer. À partir de quand vous commencez à faire des conférences régulièrement? Pardon? À partir de quand je fais les conférences? Mais régulièrement. Disons que j'ai écrit donc Cambodge année zéro, qui est sorti le 3 février 76, non, 77. Et là, donc, j'ai été connu, et c'est surtout à partir de ce moment-là que j'ai fait des conférences de type politique, disons. Mais ce n'est pas les premières conférences que j'ai faites. Par contre, par exemple, il y avait tout un organisme d'entraide qui s'appelait France Terre d'Asile, qui accueillait des réfugiés khmers, vietnamiens, laotiens. Et je passais dans plusieurs centres quand je voyais les abominations que les Français, avec de bons sentiments, faisaient ce qu'ils faisaient aux Cambodgiens, ça me révoltait. Alors j'ai commencé à parler aux gens, et progressivement, j'ai fait des conférences, pas des conférences, mais des séjours des journées d'information pour toutes ces aides qui s'intéressaient aux réfugiés d'Asie du Sud-Est, à l'intérieur de France Terre d'Asile. La mentalité, la mentalité, l'avenir, non pas le passé, l'histoire du Cambodge, l'avenir, etc. Puis essayer de les faire réfléchir sur ce qui s'est passé, et puis aussi eux qui maintenant accueillaient les réfugiés. Alors ça, c'est à partir de 76, et ensuite ça s'est un peu amélioré, 77 et par la suite. Alors à partir de 77, depuis que mon livre est sorti, alors là, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont demandé de leur rappeler la prise de Phnom Penh, un peu ce que vous faites maintenant, comment ça s'était passé, quelles étaient mes réflexions, et comme je tenais l'information au jour le jour, donc je pouvais apporter quelque chose que les autres journalistes n'avaient pas. Les autres journalistes, ils font des articles sur les agences de presse, alors que moi, je m'étais débrouillé à voir la radio Phnom Penh que j'avais à demeure, et j'écoutais chaque jour Radio Phnom Penh. Donc j'avais des informations sur le régime de Phnom Penh qui donnaient les orientations, alors très dithyrambiques avec beaucoup de fleurs, et puis j'avais le contact avec les réfugiés qui me disaient comment était vécu ce que disait la radio. Donc j'avais deux sources diamétralement opposées, et on voyait comment ils relataient les mêmes événements. Et c'est ce qui a été mon atout, de pouvoir écouter les réfugiés et d'écouter Radio Phnom Penh. La plupart des journalistes n'ont pas ces deux facteurs, parce que la plupart personne ne connaît la langue. Bon, moi, j'étais à l'aise en cambodgien. Est-ce que vous pourrez résumer en 3 mots la période Khmer Rouge? C'est un régime de dictature agricole. Les Khmer Rouges avaient une bonne idée. C'était le Cambodge est un pays agricole. Si on veut que le Cambodge s'en sorte, il faut développer l'agriculture au maximum. Et développer comment? En faisant des digues et des canaux. Alors c'était un but qui était pas mauvais. Mais alors, la façon dont ils ont fait, c'est un régime dictatorial et
dictatoriale et agricole et dictatoriale sans réflexion profonde. Et qui a détruit énormément de monde, qui a brisé la vie de centaines, mais de millions de personnes. À ma connaissance, moi, il y a eu au moins 2 millions de morts. Maintenant, on dit c'est 1 700 000. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est un journaliste, comment on appelle ça, un démagogue, pas démagogue, c'est pas démagogue, c'est celui qui s'occupe de la démographie. Un démographe belge qui travaillait en Suisse et moi-même qui avons fait la seule étude scientifique sur les pertes des Khmers rouges. Il y a au moins 2 millions de morts. Donc c'est un régime dictatorial, bête, méchant et sans réflexion aucune. Et surtout à la fin, alors là, ils sont devenus complètement cinglés. La haine anti-vietnamienne les a complètement obnubilés. Est-ce que vous pensez que la mémoire sur le génocide Khmer Rouge est assez connue de la population khmer d'aujourd'hui? Oui, disons que les gens de 40 ans au-dessus, ils s'en souviennent comme d'hier. Dès qu'on lève le fil sur les Khmer Rouges, on les entend parler très facilement. Ils en parlent facilement et je dirais presque sans haine, en disant ils nous ont fait faire ci, ils nous ont fait faire ça. Et ils rigolent, à la Khmer bien sûr. Les jeunes, 30 ans au-dessous, 45, 40 et au-dessous, ils n'en parlent pas. Oui, ils disent oui, les Khmer Rouges ont fait beaucoup de malheurs, mais c'était à nos parents, c'est plus à nous. Alors, ils sont contre les Khmer Rouges, mais un peu sans réflexion, quoi. Tandis que les gens de plus de 40 ans, eux, ils savaient exactement ce qui s'est passé. Toujours avec suffisamment de hauteur de vue, parce qu'ils racontent ce qui sont passés dans leur secteur, mais pas dans l'ensemble du pays. Oui, cette question. Non, je pense que c'est tout. Je pense qu'on peut. Je pensais que c'était beaucoup plus long que ça. Non, c'est pas si. Bon, très bien.